Comment peut-on être attiré quand on est un garçon normal par le secteur de l'assurance jeune? Alors, ça, je peux répondre à ça, oui. Parce que ça, c'est une vraie bonne question. Alors moi, j'ai toujours pas la réponse. Je vais juste dire que je m'apprêtais à devenir avocat d'affaires. Et finalement, j'ai découvert l'assurance à l'occasion d'une option. Et quand je vois comment ont tourné les avocats d'affaires, je me dis que finalement, c'est pas plus mal. Ouais. Et parce que l'assurance, on ne sauve pas que la veuve et l'orphelin quand elles ont de l'argent. On a une vraie vocation sociale et économique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de travail pour que tout le monde partage ça, mais voilà, non, c'est un très beau métier. Et moi, franchement, je m'y épanouis depuis maintenant quelques décennies. Et j'ai pas été très bon avec mes enfants, parce qu'on en a 6, il n'y en a aucun qui veut aller dans l'assurance. 6 avec la même femme? Ça, c'est un autre sujet. Ah, c'est un autre sujet. Alors, t'es né justement en 6, t'es né dans le 36. Ouais. Personne ne sait où c'est le 36. Alors, il est où ton 36 là? Le 36, je vais aider tout le monde, c'est entre le 23 et le 37 en fait. Très bien. Alors, ton premier job, c'est en 1990. Tu bosses chez qui et qui était le périmètre de ton boulot? Alors, premier job, je rentre chez un courtier anglais qui à l'époque est le 3e mondial, s'appelle Sedgwick, ça parle à personne, et ça parle à du monde. Alors là, je suis bluffé, il y en a chez April, ils connaissent Sedgwick, etc. Ça a été racheté. Briefés, là, hein. Ça a été racheté ensuite par un courtier américain qui s'appelle Marsh. Moi, à l'époque où j'y suis, c'est anglais. C'est très international et je vais vivre 5 années absolument passionnantes. Je vais bosser dans le monde de tout ce qui est énergie, parapétrolier. Puis ensuite, je vais aller accompagner des traders de matières premières dans le monde entier. Je passe l'essentiel de mon temps à faire du business un peu partout, dont l'Amérique du Nord. Donc ça fait pas très Séraphin Lampion tout ça. Hein. Donc c'est ça l'assurance aussi. Hein. 1995, tu passes chez Gras Savoye et tu arrives en même moment que Jean-Hervé Lorenzi, qui est l'une des stars quand même de l'économie, quoi. C'est un monsieur que tu admires. Hein. Alors c'est mon mentor. C'est quelqu'un d'éblouissant. Il est arrivé. C'est pas Montebourg, ton mentor? Peut-être, je sais pas. Il est beaucoup plus grand que Jean-Hervé, donc ça se discute. Il a plus de cheveux aussi. Ouais. Il a plus de cheveux. Ouais. Donc Jean-Hervé, éblouissant, il arrive dans le courtage d'assurance. Il a fait 1000 métiers avant. Hein. Il était notamment commissaire à l'énergie atomique. Il va révolutionner le monde du courtage. Il va porter un regard, franchement. Ce monde-là avait besoin de se renouveler et il fait partie, il y a 2 personnes, lui et Philippe Faure, le fils du fameux Faure, qui vont révolutionner ce métier. J'ai passé 5 années chez Gras Savoye, dont 2 en forte proximité avec Jean-Hervé. C'est épuisant. Moi, je pense être un garçon tonique qui a énormément d'énergie. Et résistant. Jean-Hervé, il est phénoménal. Et il ne faut pas que ça dure plus de 2 ans. Je le dis, même s'il était là, mais ça a été un bonheur de bosser avec lui. En 2000, donc, autre aventure, là, familiale. Tu vas rejoindre du côté de Quimper le groupe Verlingue. Comment tu l'as rencontré? À quelle occasion, d'ailleurs, Jacques Verlingue, tu l'as rencontré? Alors, Jacques Verlingue, je voulais monter ma boîte. Donc, j'étais chez Gras Savoye. Il n'y avait pas que Jean-Hervé qui était épuisant, parce que là, j'avais vraiment une vie. Je bossais, ça va parler à Arnaud Montebourg, 35 heures, mais en fait en 2 jours. Voilà, et c'était plutôt 7 jours par semaine. Donc, c'était un petit peu rinçant. J'ai eu mon premier qui était arrivé, là, dans les 6. Et là, je me suis dit, il faut que j'ai une vie un peu différente, parce que je vais passer à côté de l'essentiel. Et super idée, je me dis, je vais créer ma boîte. C'est vrai que c'est un bon moyen de se reposer. Et je vais croiser la route de Jacques Verlingue. Jacques Verlingue, c'est un entrepreneur. Il a une petite boîte à Quimper. Jamais mis les pieds à Quimper de ma vie. En général, moi, ça se passe. Qui connaît Quimper? Parce que je pense que t'es pas le seul quand même. Hein. Ah, il y a un groupe de Bretons là au fond à droite. Ah ouais, c'est très beau Quimper. Tu vois quand même par rapport au 36, ça a quand même plus la côte. C'est pas mal. Oui. Et Quimper, quand j'y vais, mes copains chez Gras Savoye disent, je suis très urbain. Ils me disent, tu y restes 6 mois. J'ai passé 20 ans. En Bretagne. Donc, 20 ans en Bretagne, ça s'invente pas. Et qu'est-ce qu'on fait, je sais pas moi, un 4 février à Quimper? Voilà. Alors, d'abord. Ou alors un 11 novembre, je sais pas, un truc. D'abord, à Quimper, tu fais des enfants. Ça, c'est un bon endroit pour faire des enfants et les élever. On en a gagné des guerres grâce au bouton. Alors, deuxième chose, à Quimper, j'arrive dans un environnement avec une famille, c'est la 3e génération, qui va me faire confiance, qui va me filer véritablement les rênes de l'entreprise, qui rêve plus grand que la boîte à l'époque. C'est ce qui m'a séduit, qui m'a donné envie de venir, puisque au moment où je le rejoins, il me dit, tu sais, on va racheter un courtier en Angleterre. Le mouvement, c'était l'inverse. Hein. Les courtiers anglais, les courtiers américains qui rachetaient en France. J'ai trouvé que le rêve, franchement, il avait besoin de grandir. Je suis arrivé dans une petite boîte, je suis reparti. J'ai dû arriver, on était 100, 125, je suis reparti, on était un peu plus de 2000. Ouais, on était devenus nationaux et puis on était devenus internationaux. On était partis à la conquête de l'Europe. J'ai passé 20 années absolument extraordinaires. Et je vais le dire, Quimper, c'est très supportable si on a des enfants à élever.
Ou si on est très vieux. Si on peut se barrer dans le sud le week-end, ou si, comme moi, on voyage dans le monde entier. Oui, ça c'est jouable, quoi. Une fois qu'on a Alors, coché au bout ces cases, faut de partir. 20 ans de cette magnifique aventure entrepreneuriale, tu vas couper le cordon, là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que 20 ans, c'est un bail, quand même. C'est avec une belle boîte familiale. Et là, tu vas carrément changer du tout au tout dans ta vie professionnelle. Ouais, alors c'est le mouvement de balancier. J'avais quitté Grâce à Voix pour aller chez Verlingue parce que je voulais une famille, je voulais avoir le temps de... Et j'ai eu vraiment le bonheur de pouvoir regarder mes enfants grandir. Et en fait, ils étaient en train de quitter le nid, donc je vais le dire de façon très terre-à-terre. Ma première motivation, c'était de me dire, non mais là, franchement, Quimper, sans la famille, ça va devenir un peu compliqué. Ouais. Donc je suis allé voir... Il faut acheter un chien. Il faut acheter un chien. On a fait ça après. Le chien, le chat. Je suis allé voir Jacques Verlingue et je lui ai dit, je ne sais pas ce que je ferai en 2019. On est fin 2018, mais je serai parti. Comme il comptait sur moi pour faire la régence entre deux générations, j'ai dit, il ne faut pas que vous soyez pris par surprise. Donc il ne m'a pas cru. Et puis j'ai eu une chance folle. Là, j'ai cherché à racheter des boîtes. Et puis j'ai croisé la route d'un fonds de private equity incroyable qui s'appelle CVC. Alors après, donc un mot sur l'historique. C'était créé en 1988. C'est une boîte qui tutoie les 600 millions d'euros de volume d'affaires, avec 2400 collaborateurs et une présence dans 19 pays. Qui sont, alors raconte-nous un peu l'historique et puis après les métiers aujourd'hui. Alors l'historique, c'est un entrepreneur de génie qui s'appelle Bruno Rousset. Ça parle pour tous les Lyonnais. C'est une figure absolument. Et dans notre industrie, c'est la plus belle réussite. 88, il va inventer un métier. Je vais vous épargner les détails, mais April, c'est avant tout un courtier de courtier. C'est-à-dire que nous, nos clients, 85% de notre chiffre d'affaires, il est réalisé avec des courtiers de proximité. On bosse avec 15 000 courtiers en France, dans des petites villes, des grandes villes, etc. Quimper on leur apporte aussi. des solutions, à Quimper notamment, mais pas que. Et on fait 15% de notre chiffre d'affaires en direct, et je vais revenir en online. On est devenus les premiers en e-commerce. Ils montent ce métier, 88. Quand j'arrive, la boîte fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une réussite absolument incroyable. Les 10 dernières années, on s'est un peu... Il y a besoin de se refocaliser. Et moi, quand je vais arriver, ma première mission, c'est de faire passer le chiffre d'affaires de 1 milliard à 450 millions d'euros, ce qui est un bon début quand tu arrives dans une boîte. Et là, tu es viré direct, Non, donc tu pas retournes du à tout. Quimper, Pas du tout. sans enfant. Pas du tout. Pas du Non. tout. Pas du tout. En fait, je refocalise la boîte sur ses métiers forts. J'en fais un pur distributeur. On a des compagnies d'assurance. On vend les compagnies d'assurance. C'est un autre métier assureur que courtier. Là encore, sans rentrer dans les détails, c'est un monde à part. Et en fait, ce qu'on va faire avec une équipe absolument incroyable, en 3 ans, on va transformer l'entreprise en utilisant la digitalisation, à la fois avec nos courtiers de proximité et en se lançant dans le e-commerce. On est devant AXA et tous les autres acteurs en termes de ce que l'on génère sur le e-commerce. On va recentrer l'entreprise au plan géographique. On était dans une quarantaine de pays, des endroits où on n'avait pas la taille critique. Maintenant, on est dans 18 pays. Et on va remettre l'entreprise, qui est, je le répète, une création absolument extraordinaire, sur une trajectoire de croissance et une entreprise qui peut se projeter vers l'avenir. Là, tu parles devant une population de patrons de PME, de TI. Tu as des choses à leur vendre ou pas toi directement? Alors, les contrats April, j'ai compris qu'il restait quand même un peu de boulot. Donc là, vous avez compris que vous pouvez les acheter auprès des courtiers. Sur les conseils, je pense que le peu de personnes avec qui j'ai échangé ici, je ne pense pas qu'ils attendent de conseils de ma part. Moi, je vais juste vous faire partager quelque chose. J'ai démarré comme salarié dans une boîte internationale. Je suis allé chez Grâce à Voix, qui est une entreprise avec une forte culture entrepreneuriale. J'ai décidé de quitter cet environnement où j'étais dans un cocon, on comptait sur moi pour la suite, pour aller dans une petite boîte en Bretagne. J'ai découvert l'entrepreneuriat avec des dettes sur le dos, salarié mais très investi dans l'entreprise. J'y ai mis beaucoup d'argent. Toutes tes économies en fait. J'ai mis toutes mes économies et puis ensuite j'ai fait tapis quand je suis arrivé chez April. J'avais eu la chance de gagner de l'argent. J'ai à peu près tout mis ce que j'avais dans April. C'était indécent. Par rapport à ce que j'avais, puisque j'ai même pris de la dette. Donc pour dire les choses simplement, j'ai mis plus que ce que j'avais, parce que je croyais vraiment dans le projet. Mais ça fait combien ça, de plus? Ça fait des sous. Quoi. Ça fait des sous. Ouais. Ça fait en tout cas, tu as fait quelques millions d'euros. Ouais. Et alors, et donc aujourd'hui, avec il y a un changement capitalistique, on va le dire, un fonds chasse l'autre. Fonds chasse l'autre. Et donc tu remets des sous encore, donc tu y crois à fond alors. Alors moi j'ai une chance extraordinaire. J'ai vécu 3 années incroyables avec CVC.
Donc private equity, on m'avait expliqué que c'était monstrueux, j'allais voir ce que j'allais voir, c'était court-termiste. J'ai vécu exactement l'inverse. J'ai découvert ce que c'était que des actionnaires professionnels, sans faire offense du tout à la famille qui m'a laissé diriger le groupe pendant 20 ans. C'est une autre dimension. On est vraiment challengé, poussé. On nous dote de beaucoup de moyens, on nous envoie beaucoup plus loin. Et voilà, et ça s'est tellement bien passé qu'on a eu le choix, en fait. On a eu plein de fonds qui s'intéressaient à nous quand on a fait un process alors un peu shadow, parce qu'en général, si ça se passe bien, on n'a pas besoin de faire des process formels. Et on a eu la chance de pouvoir choisir le prochain fonds qui nous accompagne. Et c'est qui alors en avant-première mondiale, c'est qui? Alors, c'est pas une avant-première mondiale, c'est KKR. Le closing avec KKR intervient dans une quinzaine de jours. Donc là, tu vas être très riche dans 15 jours alors? Non. Mais non, parce que... tu remets le pognon dans la boîte. Je remets mon pognon dans la boîte. Tu mets tout? Je remets presque tout. Presque tout, quoi. Je remets presque tout. Dis-moi, l'ancien copain d'Arnaud, la loi Hamon, ça a changé quoi dans ton métier? À Hamon, il a été très bon, Benoît Hamon, puisque... il s'est attaqué à un travers absolu du monde de l'assurance, c'est l'idée qu'on puisse vivre sur des rentes de situation. Et je le dis, quand on est à la tête d'April, il y a une histoire derrière nous, ce fameux Bruno Rousset, ça a été en permanence l'intérêt des consommateurs, faire bouger les lignes. Benoît Hamon, il a participé à ça, il a fait des choses absolument super. Il a notamment permis aux Français de résilier presque à tout moment avec sa loi. Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'on rende la liberté aux consommateurs à tout point. Mais toi, ça t'arrange quand on emmerde des boîtes d'assurance, non? Ben, ça dépend. Soit tu te mets comme insider, ce qui est un peu April quand même, parce qu'on fait 1,5 milliard de volume de primes. Donc tu peux aussi te mettre dans une position où tu te dis, moins il y aura de possibilités de bouger, mieux c'est. Nous, on se met dans une position de challenger. Et de toute façon, les bons... quand ça bouge, ils sont toujours gagnants. Et là, ça continue à avancer, cette loi a évolué? Alors, la loi Hamon, elle a évolué récemment sur un domaine qui doit tous vous parler ici. Quand vous empruntez dans une banque un emprunt immobilier, on vous force à prendre la BRED, par exemple. Une assurance emprunteur. La BRED, la Société Générale, qui vous voulez. On vous force à prendre une assurance emprunteur. 8 milliards d'euros de cotisation par an, 85% entre les mains des banquiers, 70% de marge. La loi Lagarde s'est attaquée à ça en essayant de desserrer l'étrier des banquiers. Benoît Hamon s'y est attaqué, Martial Bourquin, qui est un sénateur aussi. À chaque fois, on n'a pas réussi à faire bouger les banques. Ils ont continué à avoir une position totalement dominante et des pratiques anticoncurrentielles. Et en 2022, on a emporté une victoire extraordinaire avec une députée de la majorité présidentielle qui s'appelle Patricia Lemoine. Et on a obtenu la possibilité de résilier son contrat emprunteur à tout moment. Si j'ai un truc à vous vendre, c'est faites-le. Les économies moyennes, c'est 10 000 euros. Et vu les tenues que vous portez, vous serez plus près de 23 000 euros, je pense, d'économies. Donc ça vaut vraiment le coup. Et restez en short, restez en short. Alors, Eric, 2400 collaborateurs. Dans tes métiers, c'est facile de trouver ce qu'on appelle poliment des talents, des gens sympas, motivés, compétents, souriants et pas trop chers? Alors, l'assurance, ça fait rêver absolument tout le monde. Il n'y a qu'à voir, en gros, les grandes écoles. Tout le monde ne rêve que de ça. Et franchement, tu as eu raison de démarrer en disant tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Donc, vous imaginez bien que nous, ce n'est pas forcément l'assurance qu'on va vendre, c'est le projet d'entreprise. Il se trouve que les talents qu'on recrute, on est une boîte qui a fait sa mue digitale. C'est beaucoup de gens qui sont des data scientists, beaucoup de gens qui sont dans le marketing digital, beaucoup de gens qui sont dans l'IT. Donc, on est une entreprise qui s'est transformée. On fait de l'assurance, mais avec des talents pénuriques. Donc c'est encore plus dur de les trouver. Donc on a une belle histoire à leur raconter et ça marche très bien, on les attire. Tu payes bien les collaborateurs? On paye bien les collaborateurs. Combien ça gagne, par exemple, je sais pas, un président d'April, par exemple? Un président d'April, beaucoup trop. Beaucoup trop, quoi. Alors, tu diriges une ETI, autour de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel regard tu portes sur les ETI à la française versus ce qu'on peut trouver en Italie ou en Allemagne, par exemple, Eric? Bon, alors moi, j'ai vécu au milieu des ETI, puisque quand je dirigeais Verlingue, Verlingue, c'est un courtier de risque d'entreprise très implanté dans les territoires et l'essentiel de la clientèle de Verlingue, ce sont des ETI. Donc moi, j'ai vécu avec des chefs d'entreprise autour des ETI. Donc moi, je suis un fan de cet écosystème. Il y a un truc qui m'agace un tout petit peu en permanence, c'est on ne parle que de la perpétuation des entreprises à travers les familles. C'est très bien, c'est très beau les familles, mais il y a plein de gens en France, mais pas que, sans être dans les familles, qui perpétuent les entreprises. C'est ce que je suis en train de faire chez April. Je le dis, je remets absolument, pas tout, mais quasiment
précieusement ce que je gagne avec la volonté de perpétuer cette entreprise. Donc il faut arrêter d'assimiler entreprise ETI et entreprise familiale. Ça, c'était mon premier message. Et d'accuser les fonds aussi. Et deuxième chose, d'accuser les fonds. C'était mon deuxième message. Les fonds, et moi j'ai plein d'exemples chez CVC, chez Bridgepoint et plein d'autres entreprises dans lesquelles ils ont sorti des boîtes familiales qui dormaient, qui étaient sur la rente. Ils ont mis des managers à la tête qui étaient des gens beaucoup plus passionnés, qui ne vivaient pas avec des certitudes et quelques générations derrière eux. Et c'est les très grands succès aujourd'hui dans notre industrie. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être. Dio Siassi, premier courtier français. À la tête, il y a deux mecs géniaux. Donnersberg, Pierre Donnersberg et directeur de la communication du groupe. Voilà, qui sont des mecs absolument géniaux. Et eux, ils ont une idée, c'est de faire un champion français d'envergure mondiale dans le monde du corporate. Et moi, j'ai la même ambition dans le monde d'April, qui est différent de ce monde-là, de faire un champion français d'envergure mondiale. Et toi, dans 10 ans, t'es qui? Dans 10 ans alors, ça, c'était la question de KKR, le fonds. On a une chance folle, c'est que KKR se projette à 8-12 ans d'horizon d'investissement. Moi, c'est mon horizon d'investissement en tant qu'exécutif, puis après, je laisserai mon argent dans la boîte, quoi. Alors, raconte-nous, on s'est croisés la dernière fois, c'était à l'arrivée du Marseille-Cassis. Ton meilleur temps et ton pire temps de Marseille-Cassis, 20 km, ça fait combien? Alors, moi, mon meilleur temps, c'était quand ça faisait 20 km 400. Ça parlera aux coureurs, 400 mètres, c'est une sacrée différence. J'avais dû mettre, mais j'étais vieux, hein, j'ai commencé tard, Marseille-Cassis, j'avais dû mettre 1h38. Et mon plus mauvais temps, c'est pas un mauvais temps, c'est que ces dernières années, en fait, je faisais Marseille-Cassis en marche rapide avec mon épouse et une copine à elle, beaucoup plus fatigant que de courir, parce qu'en fait, je faisais Didier, c'est-à-dire je revenais, j'allais chercher. Il fallait écouter ton épouse parler. Très difficile. Et de manière générale, j'ai fait des marathons. Plus on met de temps, plus c'est difficile et plus on court vite. Ton meilleur temps en marathon, c'est combien? 3,23, mais j'étais vraiment jeune. 3,23, c'est vachement bien. Dernier temps, 2014, 3,46, un mois et demi d'entraînement. Je m'étais dit que c'était pas si mal. C'était pas si mal. Quand on s'était croisés, moi je terminais mon premier Marseille-Cassis avec 2h05 et j'étais très content, malgré une légère surcharge pondérale, de finir ces 20 bornes. Alors, est-ce que toi, tu apprécies les bons vins? Parce que c'est quand même ici un club de vin. Et si oui, quelle est la dernière bouteille qui t'a envahi? Voilà. Et après, donc on terminera sur est-ce que tu soutiens une cause caritative humanitaire? Parce qu'avec tout le pognon que tu gagnes, tu pourras en filer un peu. Ouais. D'accord. Alors, d'abord, si j'avais pas été un amateur de vin, tu m'aurais pas invité. Donc oui, je suis un amateur de vin, j'ai une très belle cave. Moi, je vais partager une chose. J'ai la chance depuis quelques années d'être allocataire d'une grande maison, en l'occurrence Pétrus. C'est pas du Pétrus dont je vais vous parler. Et le Pétrus, ça gagne bien l'assurance. Quand on est allocataire, non, ça c'est vraiment avec mes économies, ça a été difficile. Et quand on est allocataire de Pétrus, il y a deux types. Il y en a ceux qui le gardent pour eux, qui le boivent, et puis ceux qui essaient de faire du business avec. Cette catégorie-là, généralement, ils sont shootés assez rapidement, on n'aime pas. Et quand on est comme moi, vraiment un amateur qui garde dans la durée, on accède à un truc phénoménal, c'est la réserve de la famille. Je vous promets que c'est vrai. Oui. Une appellation qui s'appelle Sauteloup, vous la trouverez nulle part, elle n'est pas commercialisable, elle vaut à peu près 20% de ce que vaut une bouteille de Pétrus. Moi, je trouve indécent de boire 3 bouteilles de Pétrus dans une soirée. Le Sauteloup, c'est le même, mais là, on peut en boire 3, donc quand tu viens me voir, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Et alors, côté cause caritative humanitaire, tu milites à titre personnel ou également via le groupe? Alors, déjà, April, pour commencer, Bruno Rousset, c'est le premier dans l'industrie de l'assurance qui a compris que l'entreprise devait s'inscrire dans la cité. Donc April a un héritage extrêmement fort en matière de RSE, on est très actif, on a une fondation, la fondation April. Voilà. Et quand moi je suis arrivé, vous avez compris que sans hériter de rien financièrement, j'hérite beaucoup de cet ADN de l'entreprise et cette réussite de Bruno Rousset. J'ai décidé non seulement d'amplifier ça, mais à titre personnel, avec mon épouse, on fait beaucoup de choses et on est dans une association extraordinaire qui s'appelle Énergie Jeune. On y met de l'argent, on y met de notre temps. Énergie Jeune, c'est une association qui forme 140 000 élèves par an. L'éducation nationale lui ouvre ses portes. Dans les zones d'éducation prioritaire, on va en 6e, en 5e, 4e et 3e, là où le décrochage scolaire généralement démarre, on va déployer une méthode pédagogique. Donc moi j'y envoie des salariés d'April, on y va avec mon épouse, on va dans des zones d'éducation prioritaire pour faire ça. 140 000. Le MIT a considéré que c'était le programme anti-décrochage le plus efficace au monde. C'est pas mal quand même, hein. Première chose, quand je suis arrivé, j'ai revu tous les plans d'intéressement et de participation pour booster ces plans, considérant qu'on allait créer beaucoup de valeur et qu'il fallait que les salariés en profitent.
Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans le tour qui arrive, on ouvre le capital à nos salariés à travers un FCPE pour les associés. Donc on va évidemment venir les aider pour investir dans l'entreprise. Et on va avoir un attelage entre le management, des family office, dont des family office très prestigieux, dont la famille Rousset qui continue à nos côtés, nos salariés, et puis KKR comme actionnaire majoritaire. Donc moi, je suis pour le partage. Moi, je viens d'un milieu, mes parents étaient profs. Puis tu avais aussi des grands-parents agriculteurs, non? J'avais des parents... Moi, c'était des rats de soc dans la famille, ça a parlé. Alors ça, c'est pas terrible. Ça, après, je les ai convaincus de voter Sarko, parce que j'aurais dit finalement, ça correspondait beaucoup plus à leur là, c'est le grand écart quand même. Chacun ses erreurs. Ouais. Et toujours est-il que moi, j'ai toujours été pour le partage. Je suis un entrepreneur, je suis capitaliste, mais je suis pour que les gens autour de nous gagnent beaucoup d'argent. Tout le monde gagne, quoi. Et je suis pour le dividende salarial, pour autant que ce soit fait intelligemment et que ça ne vienne pas perturber les boîtes, quoi. Comment on fait pour faire évoluer l'image de l'assurance? Vaste programme, parce que je pense qu'il a échappé à personne qu'il y a un tout petit peu d'effort à faire. La crise du Covid a franchement montré un déficit de communication, d'amour, de dimension émotionnelle chez les assureurs. Les courtiers, ils n'ont pas été touchés par ça. Ils sont en forte proximité avec les clients. Donc ça, c'est le premier aspect. Toujours est-il qu'on a quand même l'étiquette d'assureur. Il se trouve qu'April, et j'y suis pour rien, c'est l'héritage de l'entreprise, a été un défricheur, d'abord social, en permettant avec de la micro-assurance à des publics qui ne pouvaient pas s'assurer d'accéder à l'assurance. Donc ça a participé assez largement à construire une image d'entreprise plutôt novatrice. Ça a été un pionnier dans l'assurance emprunteur. S'il y a un marché de l'assurance emprunteur à côté des banques, c'est parce que Bruno Rousset et ses équipes l'ont créé. C'est un acteur qui intervient beaucoup dans des domaines affinitaires. On est numéro 2 en France dans le 2 roues. Vous nous voyez là sur les grands prix moto, Zarco, on sponsorise le Grand Prix. On est numéro 1 en France dans la plaisance. Donc on est sur des choses qui parlent au grand public. Donc déjà, pour nous, c'est quand même un peu plus facile dans ce positionnement-là. Pour autant, arriver à convertir des clients online, de venir s'assurer chez nous, là, j'allais dire, on est en dehors des questions d'image. C'est de la pure technique. C'est l'utilisation du marketing digital, comment on va chercher des leads, comment on crée du SIA, du SEO pour amener les gens chez nous. On a fait ça en l'espace de 2 ans. On est passé de offline à premier acteur online en France. Et c'est les tout débuts. Je vous donne un chiffre, je m'arrêterai là-dessus. En France, 10% des assurances de particuliers sont vendues online. C'est extrêmement faible, ce qui montre que les courtiers et les agents y tiennent parfaitement leur place. UK, c'est 70%. Oui, donc ça va grandir en France. Bon, il devait être super, il était formidable. On l'applaudit très chaleureusement. Éric Gomy, bravo Éric.